Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans 52 minutes avec. Notre invité d'aujourd'hui est un étrange et déroutant mélange de talent, de doute, de force et de vulnérabilité, d'euphorie et de mélancolie, de fougue et de passion, de folie et de pragmatisme. Bref, tous les ingrédients de la créativité, toutes les qualités, les extrêmes et les excès d'une artiste. Elle a dans son regard l'émerveillement de l'enfant de 5 ans qui griffonnait déjà dans son cahier d'écolière des petits poèmes et la détermination de l'Amazone qu'elle est devenue, du phénix, qui meurt chaque soir, exténué à force de batailler, de se remettre en cause, de combattre ses démons, parfois déçus par ses semblables, les humains, mais qui renaît le lendemain, plus flamboyante que jamais, confiante en l'avenir et en l'humanité, et qui fonce. Sa raison de vivre, raconter des histoires, mais aussi refléter de la manière la plus fidèle sa société, notre société, braquer les projecteurs sur les invisibles, les marginaux, les tabous, notamment dans ses documentaires, sans bouder son plaisir, ni avoir des scrupules pour s'aventurer dans d'autres univers, sitcoms, feuilletons, courts-métrages. Notre invitée d'aujourd'hui est la talentueuse et prolifique productrice, scénariste et réalisatrice Rita El Qessar. Depuis 2010, Rita El Qessar a créé et écrit plus de 10 séries télévisées à succès, drames, comédies, sitcoms. Elle est aussi la créatrice et l'autrice de la belle série de documentaires romancés Anna Bedawi, réalisée par Nourdine L'Khmari, une fabuleuse et inédite immersion dans l'histoire de Casablanca. Rita El Qessar écrit, réalise et produit ses propres courts-métrages. Dessine-moi un mouton, Once Upon a Time, Le chant de l'exil, L'autre devenir, Regarde Dassila. Et comme elle a pris goût à la production, elle produit aussi pour d'autres réalisateurs des projets qui la passionnent, qui l'interpellent, comme l'excellent long-métrage Headbang le Labi d'Arba Farras de Hicham Asri, ou encore Ligne de vie Android, le Lénin du même réalisateur, et d'autres encore. Récemment, le 11 décembre dernier, Rita El Qessar a dévoilé en avant-première à Casablanca son long-métrage documentaire Skat Haraka, un film poignant et intimiste sur la vie après la prison qui a remporté le prix spécial du jury au Silicon Valley International Film Festival en 2023, ainsi qu'une mention spéciale au Festival international du Cap-Vert. Notre invité a des projets plein le cœur et la tête, son imagination débordante et sans limite. Rita El Qessar a accepté aujourd'hui de partager avec nous son histoire, ses nombreuses passions, et nous embarquer dans son univers plein de poésie, de liberté, d'images et parfois d'une belle extravagance, un univers qui nous invite à rêver et qui semble nous dire que même si tous les rêves ne se réalisent pas, ils restent tout de même magnifiques. Rita El Qessar, merci beaucoup d'être avec nous. C'est un réel plaisir de vous recevoir. Merci de me recevoir, c'est un plaisir d'être avec vous. Merci beaucoup. Alors, je vais commencer l'émission par une photo de famille, une photo ancienne, parce que de tous les invités que j'ai reçus jusqu'à aujourd'hui, c'est la photo de famille la plus ancienne que j'ai jamais vue, celle-là. Oui. Qui sont les personnages qui sont... C'est une photo qui date de 1908, plus d'un siècle. Un peu plus, je pense, 1915-1920, celle-là. Tout petit peu plus longtemps. En fait, au milieu, c'est mon arrière-grand-père, Baba Tijani, qui est tunisien. Et mon grand-père, c'est le petit garçon là-bas à gauche. Votre grand-père? Voilà, et c'est mon arrière-grand-père. Et cette photo a été prise où? Alors, cette photo a été prise à Casablanca au début du XXe siècle, puisque ma famille est arrivée en 1908 à Casablanca. Et alors, selon la légende familiale, mon arrière-grand-mère est arrivée à dos d'homme. Parce que le port et la digue de Casa n'étaient pas encore construits, oui. Donc les bateaux ne pouvaient pas amarrer à Casablanca, ce qui fait qu'en fait, c'est une barque qui l'a ramenée jusqu'au bord et elle est partie sur les épaules d'un homme pour rentrer à Casa. Ah, c'est incroyable. Donc ma famille vient de Sfax, ils sont passés par Kérouan, ils étaient boulangers et ils ont entendu parler d'une ville où il y avait beaucoup de Français et qu'ils avaient besoin de pain. Donc, ils sont arrivés à Casa en 1908 pour vendre du pain. Donc, l'histoire de votre famille est très, très, très liée à Casablanca. Oui. On ne va pas tout dévoiler parce qu'on parlera de Casablanca plus tard, mais vous avez grandi à Casablanca. Oui. Vous avez grandi à Casablanca. Et dans quel univers vous avez baigné petite? Parce que vous étiez entourée de livres. Alors, oui, j'ai baigné dans un univers... Très jolie photo. Oui. Magnifique. Vous devez avoir quel âge? L'âge de votre fille aujourd'hui? 6 ans. 6 ans, oui. Oui, j'ai des parents avocats. Ouais. Et, les deux? Les deux. Ils se sont rencontrés au tribunal.
Et j'ai une maman et un papa qui lisaient beaucoup de livres. C'était très important pour eux de lire des livres. Donc j'ai grandi dans les livres. Et comme j'ai eu... ma petite sœur est arrivée, j'avais 12 ans. Donc les 12 premières années de ma vie ont été très seules. Ah ouais. Et mes meilleurs amis, c'était les livres et mon grand-père. Et votre grand-père, on va parler de votre grand-père. On va voir. Bon, cette photo, c'est vous, Oui. en train de danser. Oui. Elle est magnifique. Et il y a une autre photo. Non, la photo où on voit Rita Al-Khassal en train de lire. Bah, celle-là, on va revenir après. Celle-là, c'est Avec, voilà, c'est vous. Winberg, oui. Là, Eh, mais 12 vous ans. lisez pas des livres de jeunesse, là. Non. Vous étiez déjà à fond dans des livres. Oui, j'ai lu très tôt, très vite en fait. J'étais pas facile scolairement. J'avais beaucoup de difficultés scolaires. Oui. Des problèmes... Le système ne vous Non, convenait- j'avais des problèmes de dysorthographie, de dysgraphie, des problèmes très concrets, mais je lisais très vite et je lisais beaucoup. Et en fait, j'avais le cahier de maths et derrière le cahier de maths, j'avais le livre. Je lisais toute la journée. Toute la journée, toute la journée. On va voir la photo de tout à l'heure avec votre famille pour parler de votre famille. Là, j'imagine qu'il y a le papa, la maman. Vous, c'est Moi, je vous, suis à droite en haut. à droite en haut. Et non, il n'y a pas mes parents. C'est pas vos Il y a mon parents. grand-père et il y a mon oncle, son frère, et mes tantes. C'est une photo qui vous rappelle des Ouais. souvenirs particuliers? Ouais, c'est une photo qui me rappelle des souvenirs particuliers. C'est une photo qui me rappelle ces moments de famille, parce que comme je suis maroco-tunisienne, Oui. ma famille tunisienne, pour moi, c'est l'assemblée, c'est Jma'a. C'est nous tous réunis en train de manger des spaghettis. Ah oui. Et ce moment est très particulier parce que il y en a beaucoup qui sont décédés maintenant. Et après avoir mangé les spaghettis, on se mettait devant la plage. C'est à Oui. Monica, ça. C'est à Monica Plage. Alors, il y a votre grand-père avec qui vous regardiez beaucoup de films, pas n'importe quel film, des westerns. Beaucoup. C'était ça, Ouais. c'était ça. Beaucoup de westerns, de péplum et des westerns. Des peplums et des westerns. Donc, Ben-Hur. Ben-Hur, Spartacus, les westerns, ça allait des John Ford, c'est-à-dire des premières générations de westerns américains. Au western spaghetti, bien sûr. et au début, c'est particulier parce que vous dites que c'est... Au début, pour vous, c'était l'écriture et la lecture. C'était l'écriture. Oui, Et essentiellement. vous étiez loin au début de vous imaginer faire une carrière de cinéma. Oui, je voulais être écrivain. Vous vouliez être écrivain, c'était ça. Après, au lycée, vous allez faire du théâtre. Oui, c'est Mais vrai. vous écriviez des poèmes très jeunes, déjà. Oui. À Déjà, quel âge vous avez pour la commencé? première fois que j'ai voulu écrire un livre, j'ai pris un livre et je l'ai recopié. Vous avez J'avais recopié 4 ans ou 5 ans, 6 ans, je pense. J'ai commencé à écrire à 10-12 ans. Et là, c'était des poèmes, des nouvelles, des histoires. Oui. Pas de journal intime. Je n'ai pas souvenir d'avoir écrit un journal intime. Et du coup, j'écrivais toutes sortes de pensées. Oui. De toute façon, vous ne pouvez pas ne pas écrire jusqu'au jour d'aujourd'hui. Vous avez tout le temps des choses à écrire. J'écris tout le temps. Votre tête tourne tout le temps. Je sais. Et le théâtre, est-ce que vous en avez fait beaucoup au cinéma, au lycée? Est-ce que ça vous avait déjà donné un goût? Bon, c'est l'acting, c'est bon. Théâtre, c'est un autre univers, mais Non, la mise en scène. la mise en scène. Acting, jamais. Acting, jamais la Non, mise en j'ai scène. jamais oui. voulu jouer du tout. Non, en fait, le théâtre, c'est venu sur un malentendu. En fait, c'est ma spécialité au bac. Donc, du coup, moi, je voulais faire le club audiovisuel. Ouais. Et le club audiovisuel venait d'ouvrir et cette spécialité n'était pas au bac. Donc, j'ai fait du théâtre. Et comme je ne voulais pas être actrice, j'ai monté ma propre troupe. Oui. Mais avant, quand vous êtes parti à Paris pour faire des études de droit, Ouais. pourquoi vous avez fait... Ce sont vos parents qui vous ont poussé à faire des études de droit? Ou est-ce que vous cherchiez encore? Qu'est-ce que vous étiez malheureuse dans ces études de droit? Vous n'avez pas aimé, c'était pas votre monde, en fait. Non, mais on me disait qu'écrire, c'est pas un métier. Oui. Et qu'il fallait un vrai métier. Et donc, je me suis dit, je peux devenir avocate. Ça me semblait facile. Et du coup, j'écrirais par passion. Oui. Mais écrire, c'est un métier. Mais vous avez tenu combien dans la faculté de droit? 1 an. 1 an. Après, vous allez faire quoi? Vous allez changer complètement et vous allez faire ce que vous aimez? Oui, grâce à ma mère. C'est votre maman qui vous a poussé à faire une école de cinéma? Oui.
Alors, j'ai toujours aimé le cinéma, et les histoires et l'univers du cinéma. Mais je ne pensais pas que c'était possible d'en faire mon métier. Ouais. Et ma mère, en fait, a compris qu'elle ne tirerait rien de moi. Il valait mieux que je fasse quelque chose que j'aime. Et j'hésitais entre être chef cuisinier aussi. J'adorais la cuisine. Et comme je suis très maladroite, mon père il m'a dit, tu vas te couper un doigt. Donc, c'était ça? Ouais. C'était l'ESRA? À l'ESRA. Ouais. C'était l'ESRA. En Bretagne. En Bretagne. Parce qu'il y a l'ESRA Paris, l'ESRA, je crois... Nice. Nice, absolument. Et là, vous allez réaliser votre premier court-métrage. Vous dites c'est votre initiation. Est-ce que vous vous souvenez de votre premier court-métrage? Très bien. Le Cri. Le C'était Cri. une pièce de théâtre que j'avais écrite au lycée, que j'ai adaptée en court-métrage. C'est l'histoire d'une comédienne de théâtre qui n'arrive plus à faire la différence entre la réalité et la scène. Et du coup, et je me rappelle très bien qu'on refusait que je fasse du noir et blanc. À l'école? Ouais. Ouais. Du coup, j'ai construit et conçu tout mon décor en noir et blanc. Ah ouais. Non, en fait, c'est presque un noir et blanc. C'est presque un noir et blanc. Parce que oui, tout est en noir et blanc. tout est noir et blanc. À défaut de le faire en noir et blanc, vous avez trouvé là, la parade pour faire... Avant qu'on passe à votre retour et à tous les projets où vous vous êtes lancés, on va s'arrêter pour une rubrique qui s'appelle l'objet. On demande à notre invité de ramener un objet. Vous deviez ramener un objet, vous allez nous en parler, et puis finalement, ça va être un autre, l'objet. Votre objet est Qassar. Alors au début, je voulais ramener les chutes. Au début, je voulais ramener un cahier. Oui. Qui était le cahier sur lequel j'ai écrit, l'un des cahiers de premiers sur lequel j'écrivais mes poèmes. En l'occurrence, celui-là, c'était un livre que je voulais écrire d'heroic fantasy ou de science-fiction. Puis j'ai voulu ramener mes chutes de pellicule. Puis j'ai voulu ramener mon enfant. Non, je plaisante. Et finalement, j'ai ramené ce crayon parce que la première fois que j'écrivais, et comme j'écrivais tout le temps et partout, et j'écrivais beaucoup sur les serviettes de café. Oui. Les petits bouts de papier, et j'écrivais avec toutes sortes de crayons. Et là, ça c'est un crayon pour... c'est un eyeliner, quoi. C'est un crayon. C'est un crayon. C'est un crayon. C'est un crayon crayon. Et essentiellement, les premiers vers que j'écrivais, je les écrivais avec le crayon que je piquais à ma maman. Parce que je n'avais pas le droit de me maquiller. J'étais une jeune fille, donc en cachette, je prenais le crayon, je le mettais dans mon cartable, je me maquillais avant de rentrer à l'école, et je le gardais à la main pour ne pas le perdre. Et dès que j'avais l'occasion, je griffonnais quelque chose avec. Ouais. Ah ouais, c'est pas mal. Mais là, vous parliez, vous dites vous étiez jeune, vous n'avez pas le droit de vous maquiller. Est-ce que vous sentiez à l'école, au collège, est-ce que vous vous sentiez différente? Est-ce que vous étiez introvertie ou est-ce que... Oui, j'étais décalée. Ouais, voilà. J'imagine... J'ai toujours été un peu... Je suis toujours un peu décalée. Mais c'était beaucoup plus dans la période de votre jeunesse et adolescence. Ouais. Avec le cinéma, après, avec... Alors oui, j'étais décalée parce que tout le monde veut faire un bac scientifique ou un bac économie. Moi, je voulais faire un bac littéraire. Et tout le monde veut être médecin ou ingénieur. Moi, je voulais être écrivain. Et naturellement, j'avais plus d'amis dans mes livres que dans la vraie vie. Dans la vraie vie. Et je vivais un peu dans mon monde imaginaire. Ce qui fait que je n'étais pas toujours connectée aux gens. Oui. Voilà. Mais bon, là, l'école de cinéma, c'est une planche de salut, parce que là, vous êtes dans votre élément. Vous allez rentrer à Casa, parce que vous ne pouvez pas vivre loin de Casa, après vos études. Oui. Et vous vous installez à Casa. De toute façon, je ne pense pas que vous avez imaginé vivre dans cette ville qui est bizarre, qu'on va parler de Casa. Et là, vous rejoignez des groupes d'écriture. Pourquoi vous avez commencé? Parce que c'était beaucoup ça. Vous êtes une militante aussi très engagée dans des causes. Alors déjà, j'ai fait mon deuxième court-métrage, ou plutôt premier court-métrage professionnel, au milieu de l'école. C'est-à-dire que le CCM avait lancé un concours d'écriture et de financement de court-métrage. Et le CCM a financé mon court-métrage en 2005 ou 2006. C'est Le Chant de l'exil. Je me rappelle, il y avait d'autres jeunes cinéastes. Il y avait Rgab, Britel. Et je faisais partie de cette vague-là. Et j'ai eu la chance d'avoir Mustafa Darqawi, qui était mon chef-op, et Hamid Bennani, qui était mon guide. Et j'ai démarré en fait mes premiers films en pellicule.
En pellicule. Toujours tourné en Vous en avez pellicule. fait des courts-métrages quand même 5 ou 6 ou plus? J'en ai fait 5, oui. 5. Le court-métrage, généralement, là, c'est la réalisation, mais de toute façon, vous écrivez, vous pouvez que réaliser que des films avec votre scénario. Pas Je forcément. crois. Mais généralement, il y en a beaucoup qui commencent par le court-métrage, après ils passent au long-métrage. Tout de suite. Vous, ce n'était pas le cas. Vous êtes aventuré dans plusieurs univers. D'abord, en 2011, vous étiez une des 12 lauréates du Méditalent de Ouarzazate, l'atelier d'écriture, pour votre projet Bchal el-Haouli. C'est un court-métrage aussi? C'est Non. un long métrage. C'est un long en métrage, français, c'est voilà. Dessine-moi un mouton. Dessine-moi un mouton. Et en arabe, c'est Bchal el-Haouli. C'est un Ouais. long métrage que j'ai écrit, que je n'ai pas réalisé. J'ai pas eu envie. J'ai toujours pas envie, il est là. J'ai fait 2 ou 3 résidences d'écriture, j'ai mis 5 ans à l'écrire. Quand j'ai écrit le mot fin, j'ai réalisé que je n'avais pas envie de le réaliser. Pourquoi? C'est la technique qui vous rebutait? C'est le côté... Non, j'avais pas envie de le faire. Au moment de l'écriture, l'envie est là, et après, pour que ça se concrétise... En fait, il y a plusieurs choses. C'est que j'ai mis beaucoup de temps à l'écrire et je me reconnaissais plus dedans. Et en effet, j'ai mis beaucoup de... Je ne me sentais pas prête à faire mon long métrage. Déjà, je suis devenue scénariste par rage. Parce que je me rappelle être partie en festival avec un court-métrage et on m'avait dit « C'est génial, tu réalises très bien, mais tu n'as rien à dire, tu es vide et creuse, arrête d'écrire, trouve un scénariste. » Et ça m'a tellement rendue malade qu'on me dise ça que je suis devenue scénariste. Et vous êtes l'une des meilleures scénaristes pour les feuilletons, pour les... D'ailleurs, on va parler le feuilleton à grand succès, Trek Louard, qui a réalisé des audiences incroyables, 5 millions de téléspectateurs. Ouais, on est monté même Premier plus. épisode, et même plus. Voilà, Trek Louard, dont on parlera après. Moi, j'ai envie de savoir comment quelqu'un comme vous, un rêveur, dans un monde... La poésie, vous écrivez tout le temps de la poésie. Comment vous êtes devenue productrice? Comment vous êtes passée à la production? Est-ce que c'est pour être libre? Alors, au début, oui. Je voulais être libre. Je voulais être libre. Et puis, j'adore l'idée d'accompagner des projets. Oui. À savoir que je pense que j'ai eu beaucoup de plaisir à produire Hicham Lasri et Banglu Labai. Dima Punk, c'est un film aussi qui a été coproduit avec la France, qui est passé sur 2M, d'une jeune réalisatrice de 72 ans. J'ai beaucoup de plaisir à accompagner des projets. Maintenant, je ne produis plus. Ah, vous produisez plus? Mais vous étiez une excellente productrice. Je ne produis plus parce que c'est un régime et un système qui est compliqué et que j'y ai laissé quelques plumes. Et aujourd'hui, je préfère me concentrer sur ma carrière. De toute façon, la production, j'imagine, pour vous, ça n'a jamais été une passion, c'était une nécessité. Hein. Non, j'ai eu beaucoup de plaisir. À Vraiment, le il y a faire. eu une passion à produire d'autres gens. Mais moi, je ne voulais pas me produire moi. Je trouve que c'est malsain de me produire. Je pense qu'il y a un bras de fer nécessaire entre un créateur et un producteur qui fait que chacun tire pour qu'on puisse arriver à l'équilibre. Et si je m'autoproduis, je vais perdre cet équilibre. Ouais. Donc j'ai arrêté de produire à peu près avec mon dernier film, Dima Punk. C'était en 2019. Donc, il n'y a pas si longtemps. Alors, on va parler on va voir un extrait, parce qu'il n'y a pas que le documentaire ou que la télévision, il y a aussi l'animation. Parce que vous vous aventurez dans des mondes, et puis avec des sujets engagés. On va voir un extrait d'un sujet tabou, et pourtant que toutes les femmes vivent. Vous allez nous en parler. Un extrait de Première goutte de sang, ou c'était ça? First Blood. First Blood. Un extrait. جلساتني وهي تقول لي بنتي دابا صافي راكي وليتي مرا. انا ما فهمتش داك العشيه نيت عرضوا على الناس داروا حفله كبيره شوني حوايج جداد ماكياو لي انا هابطه في الدروج كنسمع النشاط المهم الشعب في الدار جلست حدا الناس درت معاهم شويه ديال الصواب
تيبان لي بنادم كلشي كيخنزر فيه خلاص واحد جدي تيهبط فيه ويطلع بابا درت بحال هكا حتى هو تيحنزز فيا شي تحنززات ماشي تلهيه المهم رجعت اللور تيبان لي الشعب كامل اللي في داك الصاله كيحنزز فيا داك النهار فهمت بلا حياتي غتبدل زعما قطيرات ديال الدم بدلوا حياتي كامله. Pourquoi un sujet aussi, en fait, aussi banal, mais aussi tabou, mais avec de l'animation? Alors, il y a plusieurs choses. L'idée, c'était de prendre des vrais témoignages, donc c'est des vraies histoires, et de les raconter. Alors, c'est pas facile d'en parler. Ça, c'est les menstruations. Des femmes, comment une fille, quand elle a ses premières menstruations, ses premières règles dont on ne parle pas. C'est un rite de passage, parfois qui ne se passe pas toujours bien. C'est difficile parce que c'est un moment en fait où on devient une femme et parfois c'est très social, je veux dire. Et ce moment où on devient une femme, on verse le premier sang. Alors First Blood, c'est une référence à Rambo. Parce qu'à la fin de Rambo, quand il a tué tout le monde, il dit ils ont versé le premier sang. C'est-à-dire que c'est eux les premiers qui ont attaqué. Et quelque part, je trouve que c'est un sujet qui est banal mais qui est fondamental. Parce qu'il fait partie... Non, je dis banal... Oui, dans le sens quotidien. où c'est le quotidien, mais en fait, comment les femmes peuvent le vivre, c'est autre chose. Ça fait partie pour moi de ces paroles qu'il faut libérer en ce qui concerne les tabous. À savoir que y a aujourd'hui, c'est un des événements, c'est quand pendant longtemps, quand j'allais acheter mes serviettes hygiéniques, on les enveloppait dans 25 couches de papier journal. L'épicier regardait par là, l'aide regardait par là, tout le monde était mal à l'aise. Je mettais 5 minutes tout le trajet à aller à l'épicerie en me disant je vais l'acheter, je vais pas l'acheter, comme si j'étais coupable de quelque chose, comme si je devais avoir honte. Et j'étais ado. Être coupable d'être ce qu'on est, des femmes, quoi. Et je me disais, tout le monde sait. Ils savent. Mais ils savent quoi? Et c'est vrai qu'adolescent, c'était très dur. Et du coup, quand je me suis dit que c'était intéressant de parler de ce sujet. L'animation le rend inoffensif, enfantin, joyeux. Je trouve que ça aurait fait glauque. En fait, de le raconter de façon directe. Alors qu'en animation, il y a aussi, c'est des moments qui arrivent, c'est une jonction entre l'enfance et la vie d'une femme. Et du coup, le côté enfantin de l'animation, je trouve qu'il... Puis c'est génial, ça aurait été intéressant de faire d'autres sur la grossesse, l'accouchement, sur la ménopause, parce que la femme a plein de moments comme ça, des moments charnières dans sa vie où tout se chamboule et puis qu'elle vit parfois, même les gens les plus proches sont indifférents, ils ne comprennent pas tous les chamboulements qui peuvent se passer. Exactement. Ils ont fait l'Khtana. Oui. Moi, c'est pas moi. Moi, j'ai fait celle-là, mais je sais que Jaoujeb, qui était l'entreprise qui a produit, a fait aussi l'Khtana. C'est des moments en fait qui sont anodins, mais qui sont fondamentales. Je suis persuadée qu'aujourd'hui, chaque femme, même si a une histoire à raconter autour de ça. Artana, mais nous les femmes, on en a plus. C'est Artana, il y a la rupture de l'hymen, il y a beaucoup de choses dont on doit parler la vérité, parce que ça, c'est des choses mais qui sont... Alors, la télévision, les scénarios, comment vous pouvez avoir le souffle pour écrire des scénarios, de très beaux scénarios pour des séries télévisées? Vous en avez fait quoi, une douzaine ou plus? À peu près, oui. Qui ont super bien marché. Traq el-Ward, c'était un grand succès. Il y a Ouled el-Mokhtar, dont on va parler aussi, qui est un sujet particulier, original, peut-être pas le même succès que Traq el-Ward, mais très original. Et on voit un extrait de Traq el-Ward, après on en parle. Il y a Kenzaf el-Douar aussi. Il y a Kenzaf el-Douar aussi, c'est vrai. Il a bien marché. Un extrait de Traq el-Ward. أنا بنت الورد كبرت في وسط الورد وعشت مع الورد. شحال مرة كنقول لك راه غيشوفنا شي واحد ونطيحوا في شي مصيبة. هادشي اللي عندك يا ياسمين تيتسمى لو ني، غادي تعاودي تخدمي معايا في لاتولي. اش بغيتي حليمه؟ الدريه ولا الارض؟ عمرك ما حنيتي على راس شي واحد كيف ما كان. والله واحد اللي خدا ياسمين، الا كانت امك ما بغاتش با وسكت انا راه ماشي با. هادشي امير طبعها صعيب، قلبها قاصح وما كتامنش به. سميتها ياسمين، الا لقيناها غادي نلقاو. غديري هادشي اللي تنقول لك ونقدر نخلي ضربوك، انا ماشي غير نغوت عليك. شتي كلتي لباك دماغو. قتلتو عثمان وجايين باش تقتلوني حتى انا. دوزي عطاك عثمان فينا هو. واش عندك شي واحد تدخل في
الراجل الوحيد اللي بغيت مات. سيري ولا تقول لك الحقيقه وداك الشيء اللي مخبي عليكم. Alors, une série, c'est minimum combien d'épisodes? Là, c'est 15. 15. Vous en avez fait 12. Quand est-ce que vous trouvez le temps d'écrire? Vous êtes maman, vous avez 2 enfants, et vous faites plein d'autres choses à côté. Quand est-ce que vous écrivez? Toute la journée. Toute la journée. C'est mon quotidien. D'abord, j'aime beaucoup écrire. Et surtout, j'aime beaucoup la télé. Et j'ai un plaisir immense à faire de la télé. Pour moi, ce n'est pas de l'alimentaire et ce n'est pas un sous-genre. Et j'ai énormément de respect pour le public. À savoir que mes premiers émois de spectateurs ont été de rêver. Donc, c'était des péplums, ou c'était des films d'amour, ou c'était des histoires. Et ce qui fait que rêver, faire rêver, raconter une histoire, pour moi, c'est important. J'écris toute la journée. Alors, je démarre à 9h du matin, je finis à 18h, 19h. À 18h. Et puis j'imagine que même quand vous allez dormir, dans vos têtes, vous continuez. Et il y a le réalisateur qui vient de me souffler à l'oreillette et une question, il m'a dit, c'est vrai, vous êtes francophone principalement. Il m'a dit, est-ce qu'elle écrit les scénarios en arabe ou en français? Non, j'écris en français. J'écris en français. Ouais. Après, je travaille avec des dialoguistes et des adaptateurs. Oui, voilà. Alors, il y a aussi, on va parler de Oudat El-Mokhtar qui vous tient à cœur parce que le sujet original, on a l'affiche, si on peut voir l'affiche, c'était quoi le topo? C'est une adaptation des frères Karamazov de Dostoïevski. C'est moins grand public. C'est moins grand public, et puis c'est des personnages, c'est des héros masculins. Notre public est très féminin. Et puis vraiment, faut le faire, adapter Dostoïevski. Oui. Donc la série était intéressante. Elle n'a pas extrêmement bien marché, mais elle continue, je pense que jusqu'à récemment, à être diffusée. C'est sur la masculinité toxique. Moi, en tant que femme, on s'attend toujours à ce que je raconte des histoires de femmes. Or, quand je suis devenue maman d'un petit garçon, j'ai réalisé qu'il fallait que nous, les femmes, on raconte aussi des histoires d'hommes. On ne peut pas continuer comme ça à être obsédé par les femmes. Les femmes, matin, midi, soir, et beaucoup de femmes qui pleurent sur des sdedr. C'est ma vision. J'avais envie de raconter l'histoire de 3 frères qui n'ont pas réussi à gérer leur Oedipe. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas réussi à, entre guillemets, tuer le père. Donc la série commence, le père meurt. Qui l'a tué? C'est une enquête. Et en même temps, même si le père meurt, il est présent comme ça. Parce que c'est ce père, en fait, qui a construit leur virilité. Et chacun d'eux a du mal à gérer sa masculinité et son rapport aux femmes. Oui. Ça me touchait, en fait. Je me disais qu'il était important aussi de raconter des histoires masculines. Oui. Alors, il y a quelque chose, moi, qui m'a frappée, c'est que j'ai lu quelque part, vous dites que chaque jour je doute, et chaque jour je combats le doute. Et le doute est nécessaire, mais la question est de comment le gérer. Moi, je me demande comment on peut douter quand on a autant de talent que vous. Mais ça, déjà, on doute de sa propre légitimité. Oui, syndrome de l'imposteur. Est-ce que je suis légitime à raconter? Puis le doute, il est important parce que c'est le doute qui nous permet de nous remettre en cause. Comment vous le gérez? Comment vous gérez ce doute? Est-ce que c'est un doute que vous vivez dans la douleur? Est-ce que ça peut être des moments de profonde remise en question, ou est-ce qu'il peut être un petit peu toxique? Il est toxique et il n'est pas toxique. Il est nécessaire parce que c'est le doute qui permet de se remettre en cause en permanence et donc d'avancer. En doutant de moi ou de ce que je fais, je traverse ce doute pour aller vers autre chose. Oui. Il est toxique quand le doute paralyse. Quand le doute paralyse, quand le doute devient quelque chose en fait qui finit par nous dévorer. Moi, c'est un sport pour moi, le doute. Ouais. C'est une activité philosophique de douter. Oui. Douter, c'est remettre en cause son être et ce qu'on fait pour pouvoir aller plus loin, vers autre chose. Alors, vous avez aussi dit que l'endroit où vous vous sentiez le mieux, où vous êtes vous vous sentez bien dans votre peau, où vous êtes le plus heureuse, c'est un plateau de tournage. Mais vous n'êtes... Bon, à part le documentaire, pourquoi vous ne... par les courts-métrages et les docs, pourquoi vous ne vous êtes pas plus frotté à cet exercice, que ce soit dans les feuilletons ou dans les... J'ai beaucoup tourné, j'ai fait de la télé-réalité. Oui. J'ai beaucoup tourné, mais c'est vrai que j'écris plus que je tourne. Déjà, je suis maman.
Donc j'ai 2 enfants, aujourd'hui ils ont 7 et 8 ans, donc je commence à peine à lever la tête et c'est dur de les laisser. Le rythme du tournage, c'est un rythme qui demande énormément d'abnégation, puisqu'on sort très tôt, on rentre très tard. Quand on rentre, on prépare la journée du lendemain. Et ça n'a pas été possible pour moi de faire ce choix et de les laisser. Donc je me suis dit, bon, maintenant j'écris, je tourne quand je peux tourner, et puis il viendra un moment où je tournerai. Autre chose aussi, le tournage est un exercice qui demande énormément de discipline. Et aussi, il faut en avoir envie. Comme j'ai la chance d'écrire et de vivre de ma plume, je ne tourne que quand j'en ai envie. Voilà. Je n'ai pas très envie. J'ai beaucoup de plaisir à écrire de la télé, mais je n'ai pas forcément envie de réaliser de la télé. Vous êtes tranquille quand vous êtes là, derrière votre ordinateur, et que vous écrivez avec votre propre rythme, la nuit, le jour, en pyjama, qu'être dans, et puis gérer des équipes, gérer des... C'est pas... Alors, avant de passer au documentaire et à d'autres choses, on va s'arrêter pour la rubrique triptyque. Moi, je vais vous proposer des photos, pour le coup, triptyque. La première photo Rita Al-Qassar que je vous propose est celle-ci. C'est une manif pour l'égalité hommes-femmes, et on attend la Moudawana, la nouvelle pour 2024. Vous avez toujours été très engagée, peut-être pas féministe, non? Ah si. Si, féministe, ah oui. Bah, si. Je ne suis pas une féministe revendiquée dans le sens où je ne ressens pas le besoin de le dire. Ah, mais évidemment, je suis féministe. Déjà, j'ai une maman avocate qui est spécialisée en droit de la famille. Oui. Et qui a toujours été très proche des causes de la famille. Pas forcément que du côté des femmes, parce que les hommes souffrent aussi. Et que pour moi, être féministe, c'est être humaniste. Parce qu'en décidant de donner une place et une légitimité à la femme, on le donne aussi à l'homme. Oui. Qu'est-ce qui vous choque le plus aujourd'hui dans la situation de la femme au Maroc ou dans les lois qui existent aujourd'hui? Choquée, rien. Je ne suis pas choquée par une loi. Une loi, on la change. Justement, c'est ce qu'on attend. Aujourd'hui, ce qui me choque n'est pas dans les lois. Parce que la tutelle ne vous choque pas? Ah si. Toutes les lois, en fait. Là, quand vous avez parlé de tournage, je comprends. C'est vrai parce que vous tenez à votre liberté, mais c'est parce que quand on est maman, on ne peut pas aller disparaître de moi en tournage, alors qu'un homme, il fait son sac et il part. C'est pour ça aussi que les femmes n'avancent pas aussi. On devrait arriver à... Parce que c'est quelque chose que je connais, que je vis. Donc, oui, il a fallu faire le choix de la famille, parce que de toute façon, on est obligé de faire des choix. Je n'avais pas le choix. Ouais. C'est même pas un choix. Je ne peux pas. C'est-à-dire, autant un homme part et revient, autant moi, j'étais la seule chose qui tenait mon foyer. Oui. Donc oui. Alors, je suis profondément féministe, dans le sens où non seulement je suis choquée par la tutelle, mais je suis choquée par un certain nombre de choses qui va... je veux une égalité salariale, je veux la possibilité de me comporter comme un homme sans qu'on me juge, je veux la possibilité de travailler comme un homme, je veux plus que ça, je veux la possibilité de raconter des histoires qui ne soient pas genrées, savoir que c'est pas parce que je suis une femme que je vais passer mon temps à raconter des histoires de femmes. J'aime les films d'action, j'aime les films de karaté, j'aime les films d'horreur. Ne pas être catalogué. J'en peux plus qu'on estime que parce que je suis une femme, je vais raconter des histoires de femmes. Et puis d'exister, d'être comme on est, de bouger comme on est, de marcher comme on est dans la rue, de se mettre ce qu'on est. La deuxième photo. Ah, moi j'adore cette photo. Elle est forte, hein? C'est Fatna B. C'est une femme que vous aimez énormément. Alors oui, en revenant au féminisme, je suis arrivée... Là, c'est une photo en prison, hein? Oui. C'est sa photo en prison. Quand elle était en détention. Je suis arrivée à un moment de ma vie en tant que femme où je cherchais des modèles. Parce que pour se construire en tant que femme et en tant qu'artiste, il nous faut des modèles auxquels on peut se rattacher, auxquels on peut s'identifier. Nos modèles sont masculins.
il y a très peu de femmes, et de femmes vivantes, aujourd'hui, où je me dis, cette femme est un modèle. Non pas je veux être elle ou je veux lui ressembler, mais en tout cas, elle me permet de me réconcilier avec ma féminité, elle me permet de me réconcilier avec mon militantisme. Et c'est vrai que j'ai rencontré Fatna, un moment où j'étais en perte de modèle, où ça n'avait plus de sens pour moi d'être une femme dans ce pays, où je ne savais plus où j'étais. J'ai rencontré cette femme qui est une femme qui a donné sa vie pour les autres, qui a une association qui s'appelle Relais Prison Société. Oui, on va en parler quand on parlera de votre documentaire, oui. Et quelque part, je ne sais pas pourquoi, elle m'a rassurée. Elle m'a rassurée sur le fait d'être une femme, elle m'a rassurée sur le fait de lutter pour l'égalité, pour l'équité dans le genre, mais pas seulement dans le genre, dans la société également. Et elle a complètement changé ma perspective du monde. Mais c'est une force tranquille, avec une sérénité incroyable, cette femme, ce qu'elle dégage. On en reparlera quand on va parler de Relais Prison et votre documentaire, on en parle. La dernière photo, voilà, c'est vous dire quand est-ce que vous aimez les plateaux. J'aime les plateaux et j'aime la technique. Vous aimez la technique. Ouais. J'aime la technique, j'aime les objectifs, j'aime les caméras, parce que j'ai fait une école de technicienne. Oui, c'était de la technique ce que vous avez fait. Et j'ai écrit parce qu'il fallait être un narrateur aussi pour pouvoir être réalisateur, mais j'ai un profond plaisir. Quand je suis sur un tournage, je suis comme une enfant, dans un parc d'attractions. Alors, vous avez Casablanca, votre famille est viscéralement... votre histoire, votre arrivée ici, le fait que vous soyez aujourd'hui ici est lié à Casablanca, parce qu'ils ont immigré dans cette ville. Et vous avez eu cette belle idée de faire une série de documentaires, Anna Bedawi, sur Casablanca. Comment est née l'idée, en fait? Casablanca, c'est une ville qui vous hante. Comment est née l'idée? Alors, c'est un appel d'offres public qui était sur le patrimoine. Et quand on pense patrimoine, on pense Fès, les villes impériales, Marrakech. Et on s'est dit, avec mes producteurs, Amin Benjeloun et Nabil Ayouch, qu'on avait envie peut-être de travailler sur Casablanca, qui est une ville méconnue et mal aimée. Et évidemment, avant même de commencer à écrire, on a pensé à Nourdine. Ah, le choix était évident tout de suite. Oui, parce qu'il a cet amour de Casa. Bah oui, avec sa trilogie. Mais il l'a filmé la nuit, surtout. Casa Negra, oui, exactement. Et du coup, on a pensé à lui pour réaliser. Et en fait, Anna Bedawi, c'est une question. C'est un mélange de plusieurs genres. C'est l'histoire d'un voyageur qui revient. En fait, c'est du doc romancé, c'est un documentaire romancé, parce que c'est lui le personnage, avec sa valise. Il est décédé il y a quelques semaines. Alors oui, c'est un voyageur qui arrive à Casa, qui n'est pas venu depuis presque 20 ans, qui était fâché contre sa ville, qui l'a quitté à la fin des années 2000, à la fin des années 90 plutôt, et qui revient. Et tandis qu'il slalome dans la ville et découvre l'histoire de la ville, il se rappelle ses propres souvenirs. Oui. Et c'est l'histoire, c'est quand il était enfant, c'est l'indépendance, c'est le Massir al-Khadra. Et alors qu'il traverse la ville, il nous raconte son enfance, ses mémoires, et en même temps, il raconte la ville. Oui, parce qu'il y a plusieurs voix qui se superposent. L'écriture n'a pas dû être facile, parce qu'il y a beaucoup de genres, parce qu'il y a lui, il y a une voix off, il y a des témoignages, et puis le plus difficile, c'est parce que vous êtes revenu, c'est l'histoire de Casa, depuis la préhistoire, en fait, parce qu'il y en a qui croient que Casablanca est né il y a un siècle, ou avec... mais c'est vraiment un travail qui vous a... des mois. Très lourd. 2 ans de recherche. 2 ans de recherche. D'accord, Casablanca. D'abord, en effet, Casablanca est une ville, c'est un berceau de l'humanité. Ah oui. C'est une ville qui a presque 700 000 ans. On va dire qu'une des premières civilisations humaines, qui est la civilisation achéléenne, a laissé des traces à Casa, des bols, des cuillères, des armes. Et moi, j'ai trouvé ça fascinant. Tout le monde pense que Casa est jeune, que Casa n'a pas d'histoire. Et en fait, Casa, c'est une succession d'histoires. Et d'ailleurs, quand on va au musée de l'archéologie, il y a une carrière et on voit toutes les couches et les strates
Donc en bas, on peut avoir des ossements d'ours. En haut, on a des têtes de rhinocéros géants. Un peu plus haut, on va avoir des bols. Et en fait, on se rend compte que par couche, cette ville n'a cessé de tomber et de se relever, comme un phénix. Oui, oui. Et Elle vous ressemble. oui, je me Elle suis vous ressemble. identifiée à la ville. Je me suis identifiée à la ville et j'avais envie de parler de cette ville. Et en plus, Casa fait partie de la mémoire de ma famille. Oui. Parce que, je vous ai dit, on est arrivé Oui. très tôt ici. Et puis, c'est la ville de toutes les contradictions et on a souvent un rapport passionnel avec Casablanca. Moi, des fois, je l'aime, des fois, je la déteste. Je ne suis pas la seule. Donc, tout le monde a ce même sentiment. Et pour vous, le Khmari, c'était direct. Alors que il n'a pas fait tant que ça du doc. Il était séduit par l'idée. Il a adoré faire comment va fonctionner le binôme, en fait. Très bien, très naturellement en fait. On s'est très bien entendu parce qu'on est deux enfants passionnés, un peu fous. Ouais. Donc on passait notre temps à inventer. Ils m'envoyaient des messages, il faut qu'on écrive une voix off ici. Je lui ai envoyé des messages. Ça s'est vraiment très bien passé. On voit un extrait de Anna Bedawi, Ouais. une bande-annonce en fait. Un extrait. داز سنين وسنين وانا بعيد على المدينه اللي فيها حليت عيني واليوم انا رجعت للارض اللي كبرت فيها مع احلامي. الدار البيضاء مدينه بيضاء ملي كتسبغ وكتضرب فيها لا لوميير كتكبر ملي كتكحال وكتغمق كتصغار. Casablanca, c'est une ville qui incarne la modernité, qui incarne l'effervescence. كازابلانكا vient du fond de l'histoire. هي مهد الاستيطان البشري القديم للمغرب. الدار البيضاء كانت سميتها انفا. C'est une ville de pirates. Le danger venait de la mer. Il n'y avait plus lieu de parler de protectorat, qu'il fallait commencer à parler d'indépendance. كازا هي المدينه الوحيده في المغرب اللي تقدر تقول انا كازاوي وريفي، انا كازاوي وفاسي، انا كازاوي وسوسي. كازا كترحب بنادم. اش عطيتي لديك كازا؟ اش مديتي ديك كازا؟ تصوير الدار البيضاء او الكتابه عن الدار البيضاء ما كتبقاش الدار البيضاء كيوليو الدار بيضات. الدار البيضاء الا ما رديتيش ليها البال تاكلك. Casablanca, c'est la plus belle ville du monde. En tout cas, elle l'a été et elle peut le redevenir. Casablanca, il faut la voir de haut, il faut lever la tête, il faut voir les joyaux de ces immeubles magnifiques. Il y a des moments où tu détestes Casa, il y a des moments où tu adores Casa. C'est totalement passionnel. واخا خرجت انا من هذه المدينه، هذه المدينه ما خرجاتش مني. كيفاش نعرف فين غادي وانا ما عارفش منين جاي؟ Cette série de docs, c'est aussi, vous l'avez dit, votre déclaration d'amour pour cette ville. Oui, c'est une déclaration à une ville mal aimée, à une ville qu'on trouve bruyante, qu'on trouve sale, qu'on trouve sans histoire. Alors qu'en fait, non, pour moi, c'est un élément fondamental de l'histoire moderne du Maroc, parce que cette ville, elle a catalysé un certain nombre d'événements et un certain nombre de passions. C'est une ville qui n'est pas belle. Oui. Dans un sens classique, mais qui est belle dans un sens où les bâtiments sont incroyables. C'est un musée à ciel ouvert, Casablanca. Oui, elle est magnifique. En tout cas, c'est un document maintenant. C'est un document historique qu'on a sur Casablanca parce que ça manquait. On parlait tout à l'heure de Fatna Bey parce que vous êtes lancé dans un très beau projet de documentaire. Oui. Et c'est un peu... Est-ce que c'est Fatna Bey avec son relais prison qui vous a inspiré le documentaire Skat Haraka où vous allez à la rencontre d'anciens prisonniers? Comment est venue l'idée en fait? C'est la rencontre avec Fatna qui vous a donné envie de le faire? Oui, c'est la rencontre avec Fatna, mais surtout c'est la rencontre avec les jeunes. Avec les jeunes? En fait, je suis partie présenter un film que j'ai produit qui était Dima Punk là-bas. Oui. Et à l'époque, mon film il s'inscrit dans une série documentaire qui s'appelle Marocains du futur. C'est 6 épisodes vus par des jeunes cinéastes et sur la jeunesse marocaine. Et je voulais travailler sur l'humour, sur la difficulté à faire rire, et le rire et la jeunesse. Oui, oui. C'était pas très drôle. J'ai voulu travailler sur la politique, travailler sur une jeunesse inspirante, positive, qui construit le Maroc de demain. Et je ne l'ai pas trouvée très inspirante. Parce que les marginaux vous attirent? Toujours. Les marginaux sont toujours les plus intéressants, on va dire. Les gens qui sortent des clous sont plus intéressants qui n'ont pas de voix. Leur voix ne porte pas. Donc, il y a ça, en fait, quand je suis partie présenter le film, j'ai trouvé une jeunesse vibrante, une jeunesse vivante,
une jeunesse qui est scarifiée, qui est blessée, qui est brisée, mais qui est en même temps pleine d'espoir. Et j'ai réalisé en fait que c'est ça le Maroc. Et que si on n'est pas capable de voir nos démunis, si on n'est pas capable de voir les gens qui sont à la marge et différents, comment est-ce qu'on va être capable de construire le Maroc de demain? Ouais. Il faut une réconciliation. Mais aussi dans l'écriture, il y a beaucoup d'originalité, parce que c'est une mise en abîme, parce que c'est une équipe de tournage qui va à la rencontre. On voit pour comprendre à quoi ça ressemble, on en parle un tout petit peu. Il ne nous reste pas beaucoup de temps et il nous reste beaucoup de choses à dire. Un extrait de Skat Haraka. En anglais, c'est... Silence, rolling camera. OK. Un extrait. Enfin, bande-annonce. ما غاديش تسولني كنبريباريو الدوكيومونتير ان شاء الله اللي غادي نخدمو وغادي يكون تيدوي على لي زيكس ديتوني وغادي يكون حلم ما بعد القطران. يجيو الدراري عندهم صوابع هذا شنو ما كتخافوش زعما راه شكون قال بلي رانا غدا ولا انت غدا ولا هذيك غدا تا هما اللي عندهم صوابع كيديرها بواحد الغلط صغير. بغي نقول للناس كاع دوك اللي مشدودين ما تحتقروهمش، راه كل واحد عنده الاسباب ديالو. زوينه ولا خيبه؟ بزاف ولا شويه؟ اجمل ضربه ضربت في حياتي ما صدقاتش. ماشي بنادم غاجا ومشى للحبس مش داك فيه ولا Oui, il est très poignant. Les témoignages sont très poignants parce que j'ai vu le documentaire et c'est un peu une rédemption, une réconciliation, et beaucoup de poésie. Beaucoup de poésie dans un sujet normalement qui ne prête pas à la poésie, mais vous l'abordez de manière poétique. Vous ne parlez jamais des délits de ces gens, de leur passé. C'est ça en fait. Non, et on ne parle jamais de leurs délits. Pour une raison très simple, c'est que justement, je voulais que ça reste passé. Ouais. Ce qui m'intéresse, et ce qui m'intéressait en fait, c'est de se dire, on a une jeunesse qui est meurtrie. C'est des jeunes qui filment d'autres jeunes. Oui. Sauf que ceux qui filment ne sont pas passés par la case prison. Mais ils discutent entre eux. On dit que n'importe qui peut se retrouver dans la même situation. Et oui. Mais à un moment, quand on vient d'un quartier populaire, on n'a pas forcément de perspective d'avenir, la société devient une prison. Ben, oui, on est tous des prisonniers quelque part. Prisonniers. Absolument, absolument. Alors, avant de passer au chef-d'œuvre, parce qu'en fait, il ne reste même pas une minute, on va parler de vos projets. Vous êtes sur, enfin, un long métrage. Où est-ce que vous en êtes? Ça y est. Ça y est, je suis en train d'écrire mon long métrage de fiction, enfin. Vous allez le réaliser ou Oui. Ah, génial. Ça y est, Donc, j'ai bien fait de montrer la caméra. En fait, moi, je ne savais pas que vous alliez le réaliser, la vérité. Non, non, si, ça y est. J'ai longtemps attendu et probablement que je n'avais pas la maturité parce que je pense qu'on fait un film quand on ressent à la fois une nécessité, une urgence, un besoin. Et là, ça y est, il y a une urgence. On a hâte, on croise les doigts et bon courage. Et on va passer au chef-d'œuvre. Et ce n'est pas n'importe quel chef-d'œuvre, chef-d'œuvre. Le chef-d'œuvre que vous avez choisi, Rita Al-Qassar, est un film de Jean-Luc Godard, Alphaville. On va voir un extrait et vous allez nous dire pourquoi. C'est un film particulier. Ta voix, tes yeux, tes mains, tes lèvres, nos silences, nos paroles, la lumière qui s'en va, la lumière qui revient, un seul sourire pour nous deux. Par besoin de savoir, j'ai vu la nuit créer le jour, sans que nous changeons d'apparence. Ô bien-aimé de tous et bien-aimé d'un seul, en silence ta bouche a promis d'être heureuse. De loin en loin, dit la haine, de proche en proche. Pourquoi ce film de Jean-Luc Godard? C'est un film de science-fiction, série B, qui n'a pas été bien accueilli par le public, mais qui a eu le Lion d'Or, je crois, à la Berlinale.
Pourquoi ce film et pourquoi cet extrait? Alors, je trouve que Godard est incroyable dans la façon dont il étire les récits et la mise en scène. Quand on voit un film de Godard, j'ai l'impression que tout est possible. Il y a un côté à la fois plastique, c'est toujours très engagé. Et ce film, en effet, est un film de science-fiction. Parce que ça se passe dans une ville un peu mythique, qui est Alphaville, une dystopie, Oui, exactement. dystopique, oui. C'est une dystopie, et moi, j'aime beaucoup la science-fiction. Donc, j'avais envie de montrer une œuvre de science-fiction. Et surtout, cet extrait, en fait, c'est un extrait de La capitale de la douleur de Paul Éluard, qui est un poète surréaliste, que j'aime beaucoup. Le surréalisme est un mouvement que j'aime beaucoup, qui est venu un petit peu en réaction à la Première Guerre mondiale et à l'horreur de la guerre en Europe, où justement les artistes ont essayé une espèce de distorsion du verbe, de l'imaginaire, où à un moment, comme dans une œuvre de Godard, tout était possible. Oui. Et ce moment m'a toujours fait pleurer. C'est magnifique, Anna Karina magnifique, elle dit Constantin, et puis c'est une ode à l'amour, et puis à l'art, parce que c'est une société imaginaire qui veut faire disparaître, en fait, l'art, les sentiments, voilà, au profit d'un monde de spectacle, même les mises à mort. Merci beaucoup de m'avoir fait découvrir ce film que je ne connaissais pas, qui est magnifique. Et puis, Paul Éluard, on connaît tous... Mais c'est une époque dans laquelle on vit aujourd'hui. Hein. Exactement, exactement. Se battre pour aimer. Et vous êtes de ceux qui pensent que l'amour nous sauvera tous? Moi, je suis naïve. Moi, je suis naïve. Je pense que l'amour, que l'art va nous sauver. Moi, je pense que la beauté va nous sauver. Restez comme vous êtes, Rita El Qassar. Merci beaucoup. C'était un réel plaisir. Et à très bientôt, j'espère. Je vais vous recevoir, j'espère, pour votre long métrage quand il sortira. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci, Madame, madame. monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Bon suite des programmes sur Média TV. Très belle soirée.